Bonjour et bienvenue sur Diagonale TV, spécial championnat du monde, Anand Topalov, grand championnat du monde 2010, avec aujourd'hui pour démarrer pour cette première partie où Topalov a les blancs, nous accueillons Jérôme Maufra. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane. Alors on ne te présente plus, hein, rapidement quand même, donc tu t'occupes à l'Académie de Créteil du déploiement du jeu d'échecs dans les écoles. Absolument. Tu es joueur de niveau international, tu as plus de 2000 élos et tu fais partie du comité directeur de la Fédération française d'échecs, donc tu es très impliqué dans les échecs. Hein. Voilà, je m'occupe notamment de tout ce qui concerne le développement des échecs dans les écoles, aussi bien à Créteil à travers ma mission que pour la fédération au niveau national. Et aussi auteur de pièces de théâtre. De temps en temps, oui, voilà, de temps en temps. Qui a été joué à Paris notamment, période de transfert, et je crois qu'il y en a d'autres en préparation. Il y a une autre pièce en préparation, tu es bien informé. Ouais, mais tu es prolifique puisque tu es aussi écrivain du jeu d'échecs. Voilà, donc on a un grand auteur multifacette avec nous aujourd'hui. Alors pour commenter ce championnat du monde, alors ce championnat du monde Topalov, Anand Topalov, important. Donc Anand, du point de vue classique, on va dire, est le 15e champion du monde. Il a battu Kramnik qui avait battu Kasparov. Topalov avait gagné un titre mondial, mais un peu dévoyé, puisque oui. C'était pas le titre vraiment classique. Donc là, il joue Topalov pour acquérir une vraie légitimité historique, on va dire. Hein. Oui, il joue vraiment pour devenir le 16e champion du monde. Il a un avantage assez considérable dans ce type de confrontation, c'est qu'il reçoit à la maison, puisque le match se déroule à Sofia, capitale de la Bulgarie, hein, et que Anand a eu bien du mal à aller jusqu'à Sofia pour disputer ce match, étant entendu que les circonstances s'y prêtaient guère. Et oui, alors volcan islandais. À cause du volcan islandais, dont tu connais le nom. Le machin. Ah, c'est exactement ça. Exactement ça. Donc a pété et qui a mis des cendres dans l'espace aérien. Et Anand a été bloqué à Francfort. Alors lui, Topalov n'était pas bloqué puisque c'est chez lui. Donc voilà. Donc il a été bloqué un peu, ce qui fait que le match a été légèrement décalé d'un jour par rapport aux dates initiales. Bon, ce qui a bousculé un peu sans doute la couverture du match. Enfin bon, sans trop de dégâts. Donc on démarre cette première partie avec un jour de retard le samedi 24 avril. Et Topalov, Vesselin Topalov a les blancs pour cette première partie. Deux matchs, comme on va le voir dans les premières parties sans doute, qui va s'avérer explosif parce qu'on a deux grands joueurs d'attaque. Hein. Deux grands joueurs d'attaque et il n'y aura pas de round d'observation, hein, on va le voir dans cette partie. Je pense que Topalov a dans l'idée de toute façon d'avoir de grosses préparations théoriques et de prendre Anand à la gorge. L'histoire du volcan a fait un petit peu monter la pression du côté d'Anand parce qu'évidemment Topalov a cet avantage d'être sur place et je crois que Topalov veut tout de suite montrer qui domine psychologiquement ce match. Hein. Voilà. Ce sont des duels d'homme à homme, donc là on est dans une confrontation où l'aspect psychologique est important. Ouais, et Topalov est connu pour être un joueur extrêmement agressif, très tendu et qui va au bout des parties. Hein. Il ne fait pas nul facilement, c'est pas le genre. Et Anand, ça ne lui pose pas de problème. C'est aussi un joueur qui aime bien les parties tendues. Donc on y va. Dans cette première partie, Topalov-Anand du championnat du monde. Et ça démarre par D4. Bon, début classique du pion dame. Donc ça c'est important parce qu'on aurait pu voir aussi des débuts E4 ou D4. Bon là c'est D4. Alors est-ce que ça sera un match de type classique avec les joueurs qui vont tenter de jouer toujours les mêmes ouvertures comme c'était le cas des grands Kasparov-Karpov, ou est-ce que les joueurs vont tenter pleine ouverture dans le match? Et bien ça on verra ça au cours des 12 parties qui composent ce match. Donc cavalier F6, non, bon, c'est la réponse la plus classique parce que la plus souple. C4. Pour l'instant. Et là G6, alors ça c'est important déjà. Hein. Oui. Donc là on a un choix d'Anand, G6, donc soit une estendienne qui a été quand même abandonnée depuis quelques temps, qui a été un peu remis à la mode par Radjabov, ou alors la grande fameuse Grunfeld. Alors on va voir ça, la Grunfeld qui a été pratiquée par les grands champions du monde. On va voir ça. Cavalier C3 de la part de Topalov. Et D5, voilà. Donc c'est tout de suite, c'est une Grunfeld. Hein. C'est-à-dire si on avait joué plutôt le fond G7 d'abord, voilà. Les blancs auraient joué E4, on aurait pu jouer ensuite D5. Et donc il faut le jouer maintenant, sinon après c'est trop tard. Alors à noter que la Grunfeld, cette réaction centrale comme ça, ici,
a été joué par les grands champions du monde que sont Fischer et Kasparov. Voilà 2 grands champions du monde qui ont adopté cette défense, qui d'ailleurs jouaient soit la Grunfeld, soit l'Estendian. Ils jouaient les deux. Il faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs, parce que à force de jouer toujours pareil, on se fait avoir. Hein. C'est ça. On y va. Donc C prend D5, cavalier prend D5, et là, regardez, l'idée de la Grunfeld, c'est que après avoir pris en D5 ici, on joue E4, donc on installe un gros centre blanc. Qui sera d'autant plus renforcé si les noirs prennent le cavalier blanc. Voilà. Le cavalier. Et ils n'ont pas trop le choix, non, parce que s'ils reculent, le cavalier n'a pas de bonne case. Et donc en F6, il sera sous la menace de 5 tôt ou tard, et en B6, il n'est pas actif. Donc il faut s'échanger. Et en échange de quoi, on reprend du pion B, et on a, regardez, un centre très puissant, ici. Voilà, des blancs. Alors en compensation, les noirs, éliminer 2 pièces, vont pouvoir mettre un fou en fianchetto ici, et ont comme idée, en fait, d'attaquer ce fort centre. Donc par C5 notamment, regardez derrière, comme il y a le pion C3, le fou, en cas de prise en C5 pourra prendre en C3, par C5 et pourquoi pas dans cette invariante aussi par E5, et essayer de contre-attaquer ce centre. C'est-à-dire que autant ce centre est un gage d'espace pour les blancs, autant c'est aussi finalement une cible pour les noirs. C'est quelque chose à défendre, c'est un avantage certain pour les blancs, mais c'est aussi quelque chose qui peut être affaibli. On dit toujours qu'il faut attaquer une structure de pion par sa base. La base de la structure de pion centrale des blancs ici, c'est le pion C3. C'est un pion qui n'est pas défendu et qui, une fois qu'il se pousse, éventuellement, qu'il disparaît, ouvre le chemin au fou G7 vers la tour A1. Donc il y a toujours un danger potentiel et c'est ce que vont viser les noirs. Ils ne vont d'avoir de cesse que d'essayer de faire sauter ce centre blanc. Alors on y va avec fou B, fou G7. Donc là, ça y est, le fou se met en position. Fou C4, coup de développement normal. Il y a d'autres possibilités, mais pourquoi pas fou C4. Et regardez maintenant, les noirs pourraient roquer, mais ils ne sont pas pressés. Ils jouent C5. Menace quand même, C5. Alors évidemment, les blancs ne peuvent pas prendre pour 2 raisons. 1, ça casserait leur beau centre. Et puis en plus, 2, il y a fou prend C3 avec échec au roi. Évidemment. Ici. Oula. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, c'est parce que je suis un peu fatigué. Il y aura échec au roi et prise de la tour 1. Voilà. Donc on continue. Donc C5, il n'en prend pas. Donc cavalier E2. Là, regardez, donc logique. On développe la pièce, on prépare le petit roc et en même temps, le cavalier protège tranquillement son territoire. Ici, les cases D4 et C3. Et regardez, les noirs ne roquent toujours pas. Hop, on augmente la pression. Donc, très classique. Pouf, maintenant, regardez, prise en D4, prise du fou G7 et prise de la dame D8. Ce qui force le coup suivant, parce que là, les noirs menacent de prendre. Prise, cavalier prend, dame prend, perdre une pièce. Donc, il faut protéger. Et voilà, donc on est forcé de jouer le classique fou E3. Petit roc maintenant pour les noirs. Donc ils ont installé une grosse pression sur ce centre. Mais tant qu'il tient, c'est un avantage long terme pour les blancs, un avantage d'espace et de contrôle du centre. Petit roc. Et là, alors je crois que il y a eu ici quelques discussions, il me semble, maintenant. Puisqu'en fait, Anand va jouer le coup cavalier A5. Évidemment, le problème de ce coup cavalier A5, bon, c'est bien, ça attaque le fou C4, ça gagne un temps. Bon, le cavalier A5 est quand même pas très bien placé. Et en plus, il enlève le contrôle de la case D4. C'est un coup qui est assez controversé au plan théorique. Parce que justement, le cavalier noir va se retrouver excentré et aura moins de contrôle sur D4, effectivement. On va voir par la suite dans la partie que ce cavalier va rester assez longtemps là. Alors je ne sais pas si c'est dans cette position où on peut jouer aussi le coup fou G4, il me semble aussi. Je crois que ça existe. Voilà. Il y a les fameuses parties Kasparov où on joue F3 et après cavalier A5 et on prend le fou, on prend F7, on prend G4, avec des choses comme ça, il me semble. Des choses assez compliquées, mais cavalier A5 est un coup qui n'est pas douteux, mais qui est controversé. Voilà, cavalier A5. Alors évidemment, cavalier A5, donc comme j'enlève un attaquant, pas un défenseur, mais j'enlève un attaquant de la case D4 en jouant A5, eh bien le fou C4 peut revenir en D3. La dame ne protège plus D4, mais c'est pas grave, c'est protégé par le fou E3 ici, regardez, et le cavalier E2, donc suffisant pour soutenir le pion C3 à la défense du pion. Il n'y a que 3 attaquants et il y a 3 défenseurs, donc ça tient, pas de problème. Et là, B6, bon, c'est l'idée de cavalier A5 aussi.
c'est de jouer B6, non pas pour protéger C5, on s'en fout que les blancs prennent en C5, c'est pas la question, puisque ça casserait totalement le centre noir, le centre blanc, mais c'est pour avoir une case de sortie de ce fou C8 qui, regardez, n'a pas trop de cases ici, il pourrait se faire chasser par F3, en F5 c'est pas possible à cause du pion, et en E6 c'est un peu maladroit, puisqu'à tout moment on peut jouer D5. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut le jouer tout de suite, mais il serait quand même inconfortablement placé. C'est un des problèmes du manque d'espace des noirs, c'est qu'ils ont du mal à développer ce fou de case blanche. Alors voilà, donc ce fou, souvent il va en B7. Bon. Alors, on va voir ce qui se passe. Alors Dame D2, Topalov, donc très bien, tranquille. Dame D2, très classique, comme coup très simple. Pourquoi on sort la dame? Eh bien ça permet de lier les tours. Donc regardez, par exemple, cette tour pourrait venir, pourquoi pas en C1 par exemple. On mettrait la deuxième tour en B1 et puis on aurait une action des tours sur des colonnes intéressantes, puisqu'à tout moment, il peut se passer des choses de ce côté-là. Et puis aussi, cette dame, évidemment, vient soutenir le fou E3 qui peut venir en H6 et s'échanger contre un défenseur du roi. Et il y a le thème de l'attaque contre le roi qui peut faire jour. Alors, ce qui est intéressant pour les blancs dans cette configuration, c'est que les cases noires autour du roi noir sont assez faibles à partir du moment où le fou du fianchetto disparaît. Voilà. Donc, notamment la case H6. Exactement. Et on va voir d'ailleurs, c'est le thème de cette partie. Hein. Alors là, voilà, donc moment crucial où Anand joue le coup un peu surprenant finalement, pour peut-être, si on n'a pas l'habitude de cette variante. C'est le coup E5. Alors E5, alors l'idée d'Anand est simple. Regardez, on met une pression maximale maintenant sur le centre. On menace finalement de faire définitivement exploser le centre. Et si les blancs n'ont pas de compensation claire, les noirs se seront libérés et ils auront quand même une petite majorité, toujours pareil, 2 contre 1 à l'aile dame, qui en finale peut s'avérer même avantageuse pour eux. Donc ce coup est quand même surprenant puisque les blancs peuvent jouer évidemment D5 avec un pion passé, soutenu. Simplement, le problème c'est que sur D5, eh bien, les noirs pourraient continuer par C4 attaquant ici ce fou-là, donc évitant en fait que le pion blanc vienne soutenir la case D5. Et finalement, ce pion D5, il est certes passé, mais il va être bloqué facilement par cavalier B7, cavalier D6, et avec un très beau cavalier bloqueur, et les noirs vont pouvoir attaquer par contre à l'aile roi. Absolument, je crois que le plan des noirs à partir de là serait assez simple. Effectivement, les cavaliers sont des très bonnes pièces pour bloquer, beaucoup plus efficaces que les fous. Puisqu'en D6, le cavalier ne perd pas du tout de son potentiel de nuisance. Il protège F5, il attaque E4, il attaque C4. Et ensuite, les noirs auraient la possibilité effectivement de pousser F5 pour pouvoir justement prendre de l'espace et de l'expansion à l'aile droite. Oui, puis un cavalier bloqueur comme ça, alors il ne pourrait peut-être pas le faire tout de suite, il faudrait d'abord qu'il consolide son pion C4, etc. Mais un cavalier en D6 aussi a pour intérêt, non seulement il bloque le pion passé qui est rendu inefficace, mais en plus, c'est un cavalier qui est difficilement attaquable. Donc c'est une pièce qui non seulement attaque des pièces dans le camp adverse, mais est protégée finalement en quelque sorte par ces mêmes pions adverses. Donc ce sont les pions qui servent de bouclier. Donc voilà ce qui se passerait. Donc fou H6 de Topalov. Donc ça veut dire en jouant fou H6, attention, moment crucial, que Topalov joue l'attaque. Puisque là il va échanger le fou G7 et en échange de quoi il donne le pion D4. Puisque là regardez, prise, 2 prises et 3 avec la dame et il n'y a que 2 défenseurs. Donc le pion D4 est perdu, donc il donne un pion Topalov. Donc regardez, la Grunfeld est une position où on peut faire des sacrifices de pions positionnels. Donc ça c'est très important. Donc C prend D4, très bien, donc on échange en G7. Alors là, les noirs pourraient se dire, je peux reprendre bien sûr, mais je pourrais d'abord faire pion prend C3 intermédiaire, mais ça serait une mauvaise affaire. Regardez, on ne prendrait pas C3, mais on jouerait dame H6. Avec simplement une pièce de plus ici en G7. Et les noirs ne pourraient pas se venger sur le fou D3, puisqu'il y aurait fou prend tour avec menace de mat derrière. Et en plus, là, on a des cases noires super affaiblies avec la dame et le fou, ce qui est mortel. Oui, donc quasiment toutes les variantes. Ça serait dur à défendre. Donc on ne prend pas C3, mais on fait roi prend G7. Voilà. Et maintenant, les blancs prennent en D4. Et après, eux prennent D4. Regardez l'intérêt aussi pour les blancs, c'est que certes, il y a un pion de plus pour les noirs, mais d'abord, c'est un pion isolé. Qui est parfaitement bloqué, donc il n'y a pas de problème, etc. Et mais 2, par contre, ça libère le pion E et le pion F, donc une petite majorité ici de pions qui peut aider à attaquer ce roi affaibli par la disparition de son fou. Et dernière chose, ça ouvre une colonne, la colonne C. Exactement, maintenant que l'échange a été fait, effectivement, bien vu Jérôme, en D4, ici, eh bien on a une belle colonne ouverte ici pour les blancs, pour pourquoi pas pénétrer dans le camp noir plus tard.
Et d'ailleurs, c'est ce que fait Topalov. Tour à C1, tranquille. Donc pas pressé, hein, Topalov. Il met sa tour sur une colonne ouverte, elle est bien placée. Elle empêche, regardez, le cavalier de revenir en C6. Il aurait bien aimé ce cavalier revenir en C6. Et pourquoi pas venir en E5, voire en E7 et en G8, protéger finalement ce roi. Mais il ne peut pas. Là, il est bloqué par cette tour qui finalement l'empêche de revenir. Donc on voit qu'il est mal passé à la bande. Hein, là, on voit bien. Hein. Il ne joue plus du tout ce cavalier là. Dame D6 d'Anand. Alors Dame D6 est important. C'est empêcher aussi des coups comme E5 qui pouvaient être menaçants, hein, bien sûr. E5 suivi d'F4. On tient les cases noires. Le fou blanc est très actif. Et après, des F5 sont possibles avec des F6 derrière échec avec 2 pions très forts. Bon, mais D6, on veut aussi mettre la dame, pourquoi pas, plus tard en E5, bien la centraliser. Ça peut faire contrepoids à la faiblesse relative du roi noir. Bon, il n'y a rien de critique pour l'instant pour les noirs, mais il y a quand même ce potentiel. Donc F4, Topalov avec un pion de moins, mais regardez, donc 1, 2, 3, 4 pions contre 3. Il y a un motif d'attaque contre le roi noir. Donc ça lui plaît à Topalov, parce qu'il est évidemment un grand joueur d'attaque. Alors là, Anand joue F6. Alors, F6. Donc ça veut dire qu'il veut empêcher sans doute E5. Hein. Ça lui plaisait pas. Parce que sur E5, probablement qu'après il y a des idées comme aussi cavalier G3, cavalier E4 et une case F6 très faible. On pourrait mettre un cavalier. On pourrait aussi amener la dame, regarder la dame sur case noire pour vite pénétrer avec des sacrifices de pions par F5. Donc Anand verrouille, c'est important comme manœuvre. Oui, c'est important comme manœuvre. Il faut bien noter que les noirs ont un retard de développement assez marqué. Un cavalier à la bande, un fou toujours en C8, une tour toujours en A8. Ce sont des pièces qui ne jouent pas. Alors le fou quand même joue. Il joue, oui, il a une action. Il a quand même une action ici sur cette... Le problème c'est cette tour. C'est-à-dire si on pouvait jouer tour B8, tour B7, avec l'idée de la ramener en E7, ce serait parfait. C'est une longue manœuvre. C'est long. Voilà, ça n'a l'air rien de 2 coups, 3 coups, mais les blancs de 3 coups, ils ont le temps de faire beaucoup de choses. Donc il faut effectivement faire attention. Donc F6 pour verrouiller un peu les cases. Alors là, F5 de Topalov, donc il y va. Alors ça c'est un coup risqué. Alors pourquoi c'est risqué? Mais positionnement c'est risqué, regardez, parce qu'il affaiblit la case de 5, cette fameuse case. Donc là, la dame noire va pouvoir venir sur cette case. C'est d'ailleurs ce que fait Anand. Mais en revanche, les blancs à tout moment maintenant peuvent prendre en G6 au moment opportun et créer des menaces, pourquoi pas, contre le roi noir. Regardez aussi les possibilités d'emmener une tour en F3, puis en G3 par exemple, pour augmenter la pression sur G6, voire en H3, pour faire une attaque ici. Regardez, en conjonction avec la dame blanche qui pourrait venir en H6. Donc on voit déjà que la disparition de ce fou offre des opportunités de pénétration. Ce qui est assez étonnant ici, c'est qu'en jouant F5, il bouge un petit peu l'horizon du fou D3. Voilà. C'est ce qui peut paraître un peu étonnant dans ce coup. Oui, mais aussi celui du fou C8. Mais aussi celui du fou C8. Donc, voilà, le fou C8, par exemple, ne contrôle plus la case H3. Voilà. Donc si on la manœuvre tour H3 devient possible parce qu'on a joué F5. Et en plus, le fou là, d'abord, il contrôle bien la case C4, on ne sait jamais, le cavalier ne pourra pas venir là. Il empêche aussi un développement du fou par A6. Donc où va ce fou? Il est un peu obligé de rester en C8, mais en restant en C8, ce fou immobilise la tour A8 qui ne joue pas, qui est hors jeu. Donc les noirs ont 2 pièces hors jeu quand même, tour et cavalier, alors que toutes les autres pièces des blancs sont actives. La tour peut pénétrer même en 7ème éventuellement si la dame bouge, attaquant déjà faisant un échec. Le fou D3 est bien placé, on l'a dit, puisqu'il contrôle, il empêche A6, et en plus, il protège F5, ce qui fait qu'on peut jouer une manœuvre sans craindre des prises en F5. Et le cavalier, il demande qu'en un coup ou deux de venir faire des sacrifices ou des échecs. Donc très vite, et la dame est bien placée. Donc toutes les pièces blanches participent à l'activité, alors qu'on a au moins 2 pièces noires ici qui sont inactives, et le fou C8 un peu muselé. Donc il n'y a finalement que 2 pièces défensives dame et tour, là, contre beaucoup de pièces blanches. Et des pions. Et des pions. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Ça fait quand même beaucoup sur le roc blanc, le roc noir plutôt. Question de style, mais enfin, si on est un peu attaquant, on va évidemment préférer les blancs dans cette position. Oui. Même avec le pion de moins. Dame E5. Donc là, Anand essaie de verrouiller en jouant Dame E5, d'empêcher les blancs pourquoi pas de sacrifier en poussant le pion, parce que c'était une possibilité. On aurait pu envisager plus tard des cavaliers F4 ou alors des prises en G6, suivi des E5, avec pourquoi pas des sacrifices de fou en G6 et un roi totalement dénudé, des possibilités d'attaque. Cavalier F4. Cavalier F4. Maintenant de Topalov. Attention. Pression sur G6. Possibilité, pourquoi pas, de faire un échec en H5, même en envisageant des sacrifices, par exemple avec tour F3, voilà. Et des tours G3 aussi, des choses comme ça. Alors ici, la pression monte. Ici, c'est déjà chaud. Hein.
pour les noirs. Alors là, c'était peut-être temps pour Anand. On va voir, Anand va faire un coup un peu douteux à ce moment-là. Bon, c'est déjà difficile pour Anand. Le choix qu'il a fait là, pour l'instant dans l'ouverture, ce cavalier A5 a mené un peu cette position, un peu tendu. Bon, top alpha pris des risques, mais c'est peut-être temps pour Anand maintenant d'essayer d'activer ses pièces. Alors, une possibilité aussi, ça aurait été de jouer A6 avec tour A7 pour amener une tour à la défense, une manœuvre classique. Bon, mais ça affaiblit un peu le pion noir, mais c'était une possibilité. Une autre possibilité, c'est de faire jouer ce cavalier. Par exemple, puisqu'on ne peut pas venir en C6 à cause de la tour, Venir en B7. venir en B7 et ensuite en D6, ou pourquoi pas éventuellement même en D8, mais en D6 en faisant pression sur F5, sur E4, avec un cavalier qui joue et qui quand même contrôle aussi une case qui peut être importante pour plus tard. Le seul souci du cavalier en D6, c'est qu'il permet à la tour blanche d'entrer en C7. Ça permet évidemment tour C7 échec, donc il faut faire des calculs. Mais en venant en D6, on pourrait jouer tour F7, on a le cavalier qui protège, on peut toujours reprendre du cavalier avec un cavalier qui devient protecteur du roi. Bon, voilà une possibilité. Au lieu de quoi, Anand joue un coup, alors un peu douteux peut-être à mon avis, puisqu'il joue G5. Alors le problème de G5, alors l'avantage de G5 c'est que ça pose la question au cavalier, mais le problème c'est que ça affaiblit cette case, H5, et c'est ce que fait Topalov évidemment, cavalier H5 échec, et regardez ce cavalier devient énorme puisqu'il contrôle la case G7, la case F6, qui peut être un critère aussi, cavalier fort, mais il y a quand même un verrouillage de la part des blancs, de la part des noirs, puisque les pions pour l'instant empêchent une pénétration, mais des thèmes de sacrifice peuvent avoir lieu. Regardez, on imagine très vite évidemment des H4, pour casser voilà, la structure, aider pourquoi pas d'un tour F3, tour H3, et pourquoi pas même des sacrifices, envisager des sacrifices. Des tours C7 sont possibles pour dévier la dame, il peut se passer beaucoup de choses, et on n'aime pas quand on défend avoir un cavalier qui contrôle une case de quasi-mat contre le roi. Oui, c'est toujours tendu là, de laisser rentrer un cavalier en H5 comme ça, c'est H5, pas le plus confortable. Un cavalier H5 ou F5, quand on a un roi comme ça qui n'a pas de pièce de défense, ça fait peur. Ça fait peur. Donc roi G8 pour Anand, bon, pas trop le choix. Bien sûr, Topalov va essayer de miner les dernières défenses du roi noir en jouant tout de suite H4. Évidemment, donc là pour l'instant, le rempart du roi noir qui empêche mat presque, c'est ces deux pions. Puisque si ce pion disparaissait G5, on voit très vite qu'une manœuvre Dame H6 déjà menace mat. Dame H6 menace mat en G7. Très vite, la tour aussi peut venir en F3 et G3 pour contrôler encore plus la case G7. Et à tout moment, des tours C7 peuvent dévier la dame ou faire des choses. Donc il faut quand même avoir les nerfs solides. Et donc là, H4, Topalov, effectivement, attaque cette défense. Donc là, on voit, c'est assez linéaire la partie. Pour l'instant, c'est assez clair, chaque coup est logique. Et Topalov joue extrêmement dynamique. Donc Anand consolide. Et on se dit, c'est solide. C'est solide, sauf qu'on a avancé les pions. Et que, regardez, on n'aime pas quand même avoir un roi comme ça. Regardez, tout ça, c'est vide. Avec un cavalier adverse qui contrôle une case G7. Imaginez la dame, elle ne peut pas pénétrer, mais il suffirait de mettre la dame en G7 pour que ça soit mat. Alors pour l'instant, elle ne peut pas pénétrer, mais si on peut faire des sacrifices pour le faire, on ne va pas se gêner. Donc ça fait un peu peur. Et Topalov, il ne se pose pas trop de questions, il prend tout de suite en G5. Évidemment, alors les noirs seraient sans doute mal inspirés de faire F prend G5, puisqu'alors ça affaiblit maintenant drôlement la case F6, on peut imaginer maintenant des F6, avec des F7 derrière pour la tour, qui peuvent s'avérer encore plus dangereux. Donc il aurait pu quand même peut-être tenter ça, mais c'est quand même très affaiblissant. En plus, ça enlève un pion du centre, ça laisse deux pions passer au blanc. Oui. Le 4 F4. Il suffirait de loger la dame E5 aussi. De proposer l'échange des dames. Et pour pousser au 4 E5. On est d'accord. Donc H prend G5. Alors là, le problème, c'est qu'on a affaibli cette colonne. Vous me direz, ouais, d'accord, mais il n'y a rien sur cette colonne, il n'y a pas de pièce lourde. Ça peut aller vite, il suffit de pousser le roi en F2. Alors on peut jouer le roi en F2 et la tour en H1, c'est une idée. Ou alors jouer le pion. Ou alors la G. Ou la tour. Ou la tour en H3, F3, puis en H3. Et là, attention, ça fait peur quand même. Ouais. C'est pas très confortable. Non, c'est pas confortable, c'est vraiment pas confortable d'avoir une tour comme ça. Après, on imagine que la dame double sur cette colonne, d'une façon ou d'une autre. Par exemple, par dame 2, on enlève le cavalier, et dame H5, et c'est très difficile de parer les matins. Très difficile. Donc H prend G5, et d'ailleurs Topalov ne prive pas, tour F3. Donc l'idée, c'est simple, c'est de venir, soit en G3 d'ailleurs, pourquoi pas, parce qu'en G3 on pourrait menacer des tours prend G5, suivi de dame prend, avec des thèmes de maths,
très difficile à parer. Très difficile à parer, d'autant plus qu'il y aura peut-être surcharge sur la dame noire qui contrôle toujours l'entrée de la tour en C7. Donc elle devrait à la fois défendre du mat en G7 et défendre la tour en Oui, C7. et puis sur un échec, le roi il va où? S'il va en F7, il y aura une dame G6 échec. Mhm. Bon, c'est quand même pas... Et sur un roi qui va sur la colonnage, on peut jouer ton idée, c'est-à-dire on joue roi F2 et on ramène l'autre tour en H1 et c'est fini. On ne peut pas parer le mat, quoi. Donc ça va vite, c'est quasiment assez évident de trouver en tout cas les plans. Après les coups précis. Alors là, Nantes fait un coup. Alors ici dans cette position, ça doit être déjà très délicat à défendre. Hein. Donc on voit bien que ce cavalier qui ne joue toujours pas, s'il avait pu revenir un peu en défense, on aurait été quand même un peu soulagé. Mais là, regardez, Nantes fait un coup, j'ai presque envie de qualifier d'horrible. Hein. Roi F7. C'est un mauvais coup, c'est sûr. Ah, donc il n'est pas beau en tout cas. Hein. Non. Il n'est peut-être pas mauvais tactiquement au premier abord parce qu'on ne voit pas trop comment les blancs peuvent profiter. On n'aime pas ce coup, pourquoi? D'abord c'est un coup de roi, donc c'est pas super. Alors qu'il n'y a pas de menace directe sur le roi. Il veut aller où le roi? Parce qu'il n'a pas l'air plus safe au centre en plus que là. Non, toujours à cause de cette tour en C1. Ouais. Il est toujours sur la diagonale du fou D3 éventuellement. Oui, on peut imaginer des échecs Ouais, ici. on peut imaginer A4 suivi de Dame A2 ou des choses On comme peut ça. jouer bien sûr A4 suivi de effectivement Dame A2 échec. Regardez, une belle diagonale. Une belle Bravo, entrée, Jérôme, bien vu. Puisque la case aussi c'est protégée par les pions. Regardez, les pions en plus aideraient cet échec à être puissant. C'est très embêtant. Et alors en plus, ce qu'on n'aime pas aussi quand on a le roi en F7 ici, c'est que la case F6 est prise par un pion. Et donc la case E6 et, regardez, ces deux cases-là sont prises par le pion F5. Ce qui fait que le roi est quasiment dans un couloir de deuxième rangée. Oui. Donc un échec futur de tour C7 obligera le roi à redescendre. Alors, l'autre idée d'Anand peut-être, c'est de jouer tour H8. C'est qu'il dit, bon ok, mais c'est moi qui vais prendre la colonnage. Ou en tout cas, essayer de la contester à la tour. Sauf que, alors Topalov trouve une super combinaison. Allez, prend F6. Voilà. Alors là, coup de tonnerre. C'est-à-dire que quand on a vu ce coup, disons, en direct, là déjà on se dit, c'est foutu quoi. On comprend tout de suite qu'il va y avoir de gros problèmes. Si la dame prend le cavalier... Alors on regarde, si dame prend cavalier, qu'est-ce qui se passe? Déjà maintenant on peut faire entrer la tour en C7. On peut éventuellement faire entrer la tour en C7 échec. Voilà. Mais alors une autre idée aussi, c'est de jouer d'abord tour H3, qui menace toujours tour C7 et qui menace aussi tour H7. Et c'est très difficile à parer. Hein, regardez, si vous jouez dame G7 pour empêcher tour H7, eh bien, vous prenez tour C7 échec. Et si vous jouez un coup comme tour H8, eh bien, on peut faire tour prend échec et après dame prend ici, on fait simplement tour C7 échec et où va le roi. Hein, simplement, si par exemple sur roi F6, eh bien, ça serait mat. Regardez, échec, roi prend E5. Regardez comme un roi dénudé est facile à mater. Dame E1 échec, on sera obligé d'aller par exemple en E5, dame E4 échec et après roi D6. Simplement, on joue dame E7 échec, roi D5 et par exemple ici, c'est le coup, fou E4, échec et mat. Regardez comme le roi est bien maté au centre de l'échiquier. Échec, le roi ne peut pas venir ici à cause du pion, la tour contrôle la colonne, on ne peut pas bouger, et la dame contrôle la case D6, la case E6 et la case E5. Le roi est échec et mat. Donc regardez, c'est typique de l'extraction d'un roi. Combinaison d'extraction. Une mortelle randonnée. Voilà, donc voilà ce qui se passe sur dame prend. Alors, voilà, dame prend ici, tour C7, on a dit tour H3, tour H8, et on a vu des possibilités comme ça de faire échec, et le roi a vraiment beaucoup de difficultés. Alors, cavalier F6, donc là, Anand joue sans doute le coup qui tient le mieux, parce que là, s'il ne reprend pas, c'est foutu. Hein. S'il ne reprend pas, le cavalier va revenir en G4, on va pousser E5, et c'est archi foutu. Évidemment, il n'y a plus de défense contre le roi noir, et en plus, on a récupéré le pion de moins. Donc, je veux dire, la partie, elle est totalement finie. Donc, il faut prendre la pièce pour essayer de tenir et de dire un peu à l'adversaire, ton sacrifice ne marche pas. Sauf que tour H3, et voilà, déjà le problème il apparaît, c'est que même un tour H7 emprisonnerait totalement le roi, un tour échec suivi d'un dame prend G5, et le roi sera totalement aux abois. Comment protéger toutes les menaces, la tour qui peut pénétrer à tout moment, des échecs menacés. Anand joue sans doute le seul coup de défense. Tour. Alors oui, il y avait un autre coup ici intéressant. C'est dame F4. Voilà, dame F4 avait l'idée, pour empêcher dame prend G5,
On met la dame en opposition et en plus, regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la tour derrière. Voilà. Mais sur ce coup-là, il y avait le fantastique E5 échec. Alors si la dame évidemment reprend, et dans ce cas-là, eh bien, on peut ramener la tour en E1 par exemple. Et c'est plus la même. Sur dame F4, maintenant dame E2, et regardez, les pièces menacent échec en E7. Il ne faut pas oublier qu'il y a la tour qui peut venir en H6 à tout moment, et c'est indéfendable. C'est totalement indéfendable. Donc sur dame F4, E5 échec, et sur l'autre coup envisageable, enfin le seul autre coup, roi prend E7, ah ben, encore une fois, non, je viens de le voir ça. Non, tu l'as pas vu. Non, d'accord, je ne l'ai pas vu, donc c'est bien ça. Donc roi prend E5, tour E1 échec, roi D5, regardez comme c'est beau. Ici, simplement, fou E4 échec. Avec, regardez, la fameuse enfilade, roi tour. Donc on peut même se permettre de changer les dames et simplement de gober la tour. Et on a une grosse qualité de plus avec une finale finalement très confortable à jouer, voire même totalement gagnante. Voilà, par exemple ici, si les noirs jouaient le coup... En plus, oui, mais en plus on pourrait même garder les dames pour continuer l'attaque. Par exemple sur roi C5, ah oui, il y a même des maths, avec le tour C1 échec, et la dame après va venir en B4 si le roi vient en D6, en B4, il y a la tour F8 derrière, en fait c'est un massacre. Donc c'est cette idée, très jolie, sur dame F4, de jouer E5, voilà, qui fait une extraction, qui ouvre les lignes contre le roi noir. Voilà pourquoi ça ne marchait pas. Donc Anand joue tour G8. Donc la tour H6 échec, attention c'est chaud, il n'y a pas trop de coups. Regardez sur roi G7, évidemment ça serait dame prend G5. Et là c'est terminé. Avec un mat à suivre. Et sur roi F7, ben, regardez, tour H7 échec, et après roi 8 qui est le seul coup, disons vraiment envisageable. Sur l'autre possibilité, roi... alors tour G7 est possible. Dans ce cas-là, simplement tour prend G7, puisque sur dame prend, évidemment, ça y est, c'est l'heure du fameux tour C7 échec, et on prend la dame. Et sur roi prend, eh ben, on prend dame toujours prend un G5. G5, Voilà. et l'attaque reste très forte. La pièce de moins ne compte pas, pourquoi? Regardez, mais parce qu'elle ne joue pas, tout simplement. Il y a même deux pièces qui ne jouent pas, c'est-à-dire que les blancs ont virtuellement vraiment deux pièces de plus qui sont ce tour, enfin une pièce de plus au moins la tour, le fou C8 joue un peu, mais il bute sur ces deux pions. L'avantage est trop puissant et les noirs ne peuvent pas vraiment pas se protéger de l'attaque. Vous pouvez vérifier chez vous, tester, d'ailleurs c'est un bon exercice tactique de vérifier toutes les variantes, mais c'est impossible à défendre simplement. Donc tour H7 échec. Donc l'autre possibilité, sinon aussi, on peut la regarder, roi F6, simplement le même coup que dans la partie, tour, regardez, cette magnifique paire de tours qui contrôle parfaitement la 7e rangée. Regardez, le roi noir est quasi mat puisqu'il n'a pas de case. La menace des blancs, c'est simplement tour H6, mat. Puisque le seul coup c'est tour G6, on la prend, puisqu'on est protégé. Et tour F7. Et aussi tour F7 mat, il y a deux mats, donc c'est imparable. Enfin, à moins de donner la dame, quoi. On peut donner la dame contre la tour, mais enfin, on ne peut pas appeler ça une parade. Donc, roi E8. Et là, bon, mais quand même, tour C7. Regardez, donc pièce de moins, mais le roi au centre. À la bande. Deux tours, toujours pas de développement de ce côté-là. Et très très difficile, voire impossible à défendre. Anand doit jouer quand même un peu, parce qu'il faut quand même trouver des coups précis pour finir. Roi D8, fou B5. Alors, regardez, alors le fou est prenable par la dame, apparemment, sauf que, évidemment, on va regarder simplement sur dame prend fou, simplement c'est mat avec D4. Dame prend D4 échec, roi E8 forcé, il n'y a pas d'autre coup puisque sinon l'autre coup c'est dame ici, mais évidemment on prend la dame. Donc roi ici, maintenant tour échec, roi F8 forcé et tour H F7 mat. C'est très joli, on aurait pu faire aussi dame F6 mat d'ailleurs, ça, tout marche. Donc on ne peut pas prendre ce fou qui n'est pas là pour se faire prendre, qui est là parce qu'il menace de jouer des variantes à base de, pourquoi pas, échecs et de sacrifier, pourquoi pas, après il faut prendre dame prend et puis après on fera des échecs ici, il y a encore beaucoup de menaces. C'est un fou qui contrôle la case D7 et la case E8 qui peuvent s'avérer décisives, très vite. D'ailleurs Anand, il joue dame prend E4. Bon, alors il se dit au moins autant mourir le ventre plein. C'est ça L'idée. On en mange un dernier pour la route. Alors une autre idée, c'est dame 3 échec, évidemment. Parce que si on arrive à éliminer la dame, peut-être on peut tenir. Dame 3, échec au roi, propose un échange de dames. Sauf que c'est au blanc de jouer. Alors très joli pour Topalov pour finir. Tour prend C8 et échec, abandon. Alors pourquoi abandon? Il faut quand même regarder. Alors regardez. Si tour prend. Alors c'est tour prend.
Tour des 7 échecs. Tour des 7 échecs. Le roi est obligé de venir en E8. Voilà. Et regardez, là, il y a le fou qui est quasiment fait échec presque au roi, il suffit de bouger la tour. Voilà, on peut prendre le pion D4. On peut prendre le pion On D4. fait échec et Échec. on gagne la dame. Et voilà, il faut parer l'échec par exemple par roi F8 et on gobe la dame avec un avantage décisif, évidemment. C'est quasi mat d'ailleurs derrière. Oui, en dame plus, D6. on ne peut même pas gesticuler dans cette position. Donc l'autre possibilité, la seule, c'est roi prend C8. Voilà, autre possibilité. Et là, simplement dame C1 échec. Dame C1 Alors regardez, alors c'est joli. Alors il faut quand même être précis parce que regardez ce qui se passe. Le seul coup, la menace évidemment, alors, regardez, si roi B8 évidemment, c'est dame C7 mat. Si roi D8 aussi. Donc sur ces deux coups, dame C7 et c'est mat. Puisque ce roi D8, on est mat puisque le fou contrôle la case 8. En B8, la tour A8 empêche le roi de bouger. C'est mat direct. Donc le seul coup qui tient, c'est cavalier C6. Mais on se dit ça peut peut-être tenir. Pourquoi? Parce que fou prend C6. Ensuite, dame E3. Voilà. C'est-à-dire que là, la menace, ça attaque la dame, mais aussi la tour. Et si la dame bouge n'importe où, par exemple, je sais pas moi, un E5, on prend la tour E8 avec échec de la dame, le roi bouge et c'est mat. Pareil, la même idée. Donc seul coup, ici, c'est de tenter dame E3 échec. Ah mais j'échange les dames. Et j'ai quand même... bon mais en fait, regardez, après dame prend E3 forcé, puis on prend la tour E8. Et on a une pièce de plus en finale. Alors vous me direz, ils auraient pu jouer. Seulement à ce niveau-là, vu la position, parce que bon, il y a 3 pions contre 4, mais en fait le pion E3 est quasiment perdu déjà. Parce qu'il est trop avancé, le roi blanc va aller le cueillir facilement avec l'aide de la tour. La pièce de plus suffit, évidemment, à ce niveau-là de jeu, entre deux champions du monde, à gagner cette finale facilement. Donc Anand abandonne à juste titre, après le magnifique tour prend C8, sans même jouer les quelques coups qu'il aurait pu tenter par la suite. Très belle partie de Topalov, et on peut dire uppercut et KO d'entrée. Oui, en tout cas, risque de KO d'entrée. Anand se retrouve presque au tapis. C'est dur de commencer un championnat du monde avec un point de retard, comme ça. Après être arrivé difficilement jusqu'à Sofia, il a été cueilli à froid. Est-ce qu'il aura une réaction de grand champion ou est-ce qu'il va essayer de temporiser dans la deuxième partie pour reprendre ses esprits? On verra ça plus tard. On verra ça dans la deuxième. Alors, tu vas nous rejoindre dans la deuxième émission. Absolument. Tu vas nous commenter aussi avec nous cette deuxième partie de ce championnat du monde qui démarre sur les chapeaux de roue. Anand Topalov, un très très beau match. Merci de nous avoir suivis et puis continuez à nous être fidèles sur Diagonale TV. Merci, au revoir. Merci, au revoir.